Talak diri kere poro. Parce que de toutes les façons, on doit que faire avec. Nous utilisons le français. Nous allons que jouer à l'à peu près. Parce que nous avons tous été d'accord qu'il serait difficile de parler d'une spiritualité de Kachopa. Mais il y a une approche qui est assise sur notre façon d'être, notre façon de comprendre le monde, d'interagir avec le monde, de réagir avec le monde physique ou invisible, qui est une manière unique propre à nous. Alors, on ne sait pas si on doit appeler ça la spiritualité. Ce sont des questions que nous sommes posées. Mais souvent, nous avions utilisé un concept qui est issu de la langue Congo. Et je pense qu'il a été assez conciliant pour tout le monde. C'est le Telekimuntu. Qui, en fait, était une compréhension qui nous amenait à nous voir nous-mêmes comme faisant partie d'une grande initiation. Une grande initiation vers quoi? Mais une grande initiation vers l'état du Muntu. Et nous avions, n'est-ce pas, éclairé la lampadaire, mais pour expliquer aux amis auditeurs que, en fait, lorsqu'on parle de Muntu sur la terre de Kachopa, il ne s'agit pas, n'est-ce pas, d'une différenciation anthropologique ou bien sociologique ou bien ethnographique, mais plutôt il s'agit d'un état initiatique que nos ancêtres avaient, n'est-ce pas, organisé, chacun de leurs, c'est-à-dire chacun de nos ancêtres, par rapport, n'est-ce pas, aux frêmes où ils se retrouvaient liés à leur ancêtre éponyme, mais surtout avec tous les différents bouleversements que nous avions subis sur le continent. Nous avions cherché à montrer aux amis auditeurs que oui, il existe bel et bien ce que nous pouvons appeler une spiritualité de Kachopa. Ça existe, c'est très profond et c'est très riche. Et nous n'avons pas besoin d'être, n'est-ce pas, des commandeurs d'idéologies spirituelles que nous comprenons pas et qui ont contribué, si nous regardons en profondeur, à notre ralentissement, à notre freinage par rapport à l'avancement, à notre démarche, à notre acquisition, n'est-ce pas, de la maturité spirituelle que nous appelons le Kimuntu. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu assez que nous puissions revenir sur ces sujets, mais cette fois-là, que nous puissions aller un peu en profondeur dans la rhétorique. Parce que j'ai reçu beaucoup de questions. En fait, je suis toujours au four et au moulin et souvent en première ligne d'attaque, c'est moi qui reçois tous les coups. Je ne me plains pas, hein? Je ne me plains pas, ne vous en faites pas. C'est bien d'ailleurs. J'ai reçu beaucoup de questions, des gens qui m'ont demandé, oui, la spiritualité de Kachopa peut exister, la spiritualité de Kachopa passe par initiation. Mais avant de se faire initier à quoi que ce soit, est-ce que ce n'est pas quand même opportun, ou bien ce n'est pas quand même bien à ce que nos amis nos intervenants qui partagent avec nous cette émission puissent un peu aller en détail en nous expliquant un peu dans cette spiritualité de Kachopa la spécificité, la place de l'homme dans l'univers, son interaction dans l'univers, la place de l'homme par rapport à lui-même, par rapport à ses corps. Comment est-ce que cette spiritualité fonctionne vraiment? Parce que nous nous sommes dit que le but finalement de cette spiritualité, c'est de pouvoir créer l'ordre, l'équilibre, la justice et la régénération de la société. Sans cet équilibre, sans cette régénération de la société est appelée à évoluer dans une forme d'énergie de pourrissement, d'où de la destruction. D'où nous sommes appelés, n'est-ce pas, à vivre une spiritualité qui protège la malade. Alors, beaucoup de gens, nous savons tous, on ne peut pas nier cela. Parce que, comme on le dit, la meilleure façon de pouvoir, n'est-ce pas, avancer, c'est de se connaître en profondeur. D'ailleurs, chez nous, il y a beaucoup d'adages dans cette logique-là, qui nous disent par exemple, que c'est en face du guérisseur qu'on présente sa plainte. Alors là, nous sommes devant des gens
qui peuvent guérir la situation de Cachopa, alors nous devons présenter toutes les plaintes possibles. Ou bien on dit aussi, un coq malade se soigne en s'exposant au soleil. Alors, le coq malade de Cachopa aujourd'hui dit, voilà, moi je vais m'exposer au soleil de cette éminence qui se retrouve toujours sur la 3xW Radio Nabiso Cachopa et qui essaie, n'est-ce pas, de nous ramener sur les traces de nos ancêtres. Et la grande question, chers amis auditeurs, c'est laquelle, oui, le fruit est beau. Hein? La renaissance de Cachopa, c'est un fruit qui est beau. Mais où est le bâton pour l'atteindre? Voilà, où est le bâton? Je suis en train de chercher dans ma maison, je ne vois pas ce bâton-là. Je regarde partout, mais je crois que dans cette émission, nous allons retrouver ce bâton qui va nous permettre, n'est-ce pas, de pouvoir cueillir ce fruit-là. Voilà pourquoi, rapidement, avec les amis qui sont autour de moi, je vais commencer par poser des questions pour que nous puissions essayer de répondre tant que soit peu, ou bien de proposer de pistes de réponse. Parce que ce sont des questions qui sont tellement pertinentes. On ne peut pas, n'est-ce pas, s'octroyer l'excès des ailes de dire que nous pouvons répondre à toutes ces questions, mais peut-être proposer des pistes de solutions. Alors là, je me retourne du côté de mon frère Wazulu. La question de la définition de ce qu'est l'homme par rapport à la tradition de nos ancêtres, par rapport à la connaissance de nos ancêtres. Parce que ça pose problème. Aujourd'hui, nous sommes nourris par des connaissances qui sont extra Cachopa, extra notre culture. Quand on dit de définir l'homme, certains vous diront, bon, écoutez, l'homme, c'est le corps. C'est ça qu'on a appris à l'école. C'est un corps qui est en mouvement. Lorsqu'il s'arrête, il n'est plus en mouvement. Ce n'est plus l'homme, il est mort. D'autres vous diront que non, mais là, la religion nous apprend que l'homme, c'est le corps, mais ce n'est pas seulement le corps, c'est le corps avec quelque chose d'autre là qu'on ne voit pas, qui s'appelle l'âme. Et puis cette chose-là a aussi quelque chose d'autre qu'on ne comprend même pas bien c'est quoi, mais ça s'appelle l'esprit. Alors la corrélation entre cette triade a toujours été compliquée. Certains vous diront que non, écoutez, l'âme, c'est la résultante. Quand vous avez l'esprit plus le corps, ça devient une âme vivante. L'esprit sans le corps n'est pas une âme, l'esprit lui-même n'est pas une âme. Bon, finalement, voilà. Ça, c'est ce que les autres nous disent. Mais qu'est-ce que nos ancêtres même ont proposé? C'est ça, c'est quand même une question qui dérange beaucoup de gens. Qu'est-ce que nos ancêtres ont proposé de cette compréhension? Selon Cachopa, selon les différents linéages, quelle était la perception de ce que nous sommes? Parce qu'avant de commencer à voir ce qui est autour de nous, nous devons d'abord commencer par nous-mêmes. Il paraît que la charité bien ordonnée commence par soi. Non, je ne dis pas par ton pays. Je dis par soi-même en tant que fils de Cachopa. Alors, Moutawa Zulu, je me retourne. Aujourd'hui, nous voulons une émission très pédagogique. Voilà. Merci, je vous donne la parole. L'homme, comment définir l'homme? Je ne parlerai pas aujourd'hui directement sur l'assiette de nos ancêtres. Je vais parler en tant que l'une des preuves vivantes et de l'expérience vécue de ce que nous appelons le Kimuntu, c'est-à-dire que le mot qui peut associer en soi une partie de, disons la totalité de ce qu'on appelle la spiritualité, parce que le Kimuntu c'est encore un peu plus complexe que ça, mais la spiritualité dans son ensemble, dans toute sa grandeur et toute sa profondeur, se retrouve dans le Kimuntu. Donc en tant que une expérience vivante du Kimuntu, je vais parler en ces termes-là pour essayer de voir avec mes lunettes comment définir ce que j'ai l'habitude de dire la personne humaine. Parce que l'homme, c'est encore régressé, aller encore dans une forme de définition qui soit très éloignée de ce que nous devons être ou de ce que moi je suis, parce que je parle aujourd'hui dans l'expérience vécue du Kimuntu. Si nous devons définir ça par des termes tels que l'esprit, l'âme, le corps, ça serait la cacophonie totale et une incompréhension qui aboutira à la philosophie. La philosophie, disons la spiritualité telle que vue de l'autre côté, divisée en logique, en mots et en raisonnement. Donc je vais rentrer dans une explication un peu plus réelle, tout en restant un peu attaché toujours sur cet esprit, par contre, qui nous ramène jusqu'à nos ancêtres d'autrefois.
La personne humaine, nous l'avions vue comment et nous la voyons comment et nous sommes en train de la vivre comment. Le moyo est une entité, une parcelle qui est en nous. Les Nitu est une entité et une parcelle qui est en nous. Le MPV est une entité et une parcelle qui est en nous. Je commence d'abord par le MPV. Le MPV, c'est ce que nous avions essayé d'approcher avec la cartographie. La personne humaine est d'abord composée et construite par ce qu'on appelle la cartographie. C'est-à-dire qu'en lui, il a déjà l'explication, la localisation et la description de tous les aspects humains et physiques. Ce qui le positionne déjà par ce que nous avions dit autrefois dans les Kimuntu, sa place. Quelle est sa place? Parce que la personne humaine par l'MPV a déjà toute cette cartographie. On ne peut atteindre aucun objectif, ni établir aucune connexion lorsqu'on n'a pas la cartographie. Donc on commence d'abord par l'entité véritable, le MPV. C'est par la cartographie qu'on trace les voies navigables, même les voies de communication ou de déplacement. C'est par la cartographie qu'on essaye de comprendre le chemin d'où l'on peut passer et d'où l'on ne peut pas passer. Sur le deuxième, je descends sur la deuxième entité, le moyo. La personne humaine vivant sur Terre a toujours eu l'habitude d'utiliser les instruments pour communiquer. Non seulement pour communiquer, mais les instruments pour cacher l'identité véritable de certains d'entre nous. Les instruments pour relater certains faits. Les instruments pour chosifier quelques récits épopées de nos sociétés. Les instruments pour manifester la grandeur de la connaissance ou le potentiel qu'on possède par rapport à l'invention. Les moyos, certains ont essayé de l'approcher à peu près avec l'âme. Mais les moyos, comme je disais, il faut plus le regarder sur base des instruments. Lorsqu'on comprend le fonctionnement de ce qu'on appelle les instruments, je citerai le courage, je citerai les hochets, je citerai le balafon, je citerai le ngoma tambour. Tous ces instruments sont d'abord, d'une manière ou d'une autre, les expressions de la matérialisation de la personne humaine, toujours. C'est-à-dire que dans le tambour peut parfois signifier le corps d'une femme. Le pied du tambour peut parfois signifier les seins d'une femme. Ainsi de suite, ainsi de suite. Cet ensemble-là, c'est l'âme. Donc, l'âme n'est pas simplement quelque chose qui est à l'intérieur de nous, mais les parties de notre corps, c'est le déploiement de l'âme. Comme la fleur, parfois, lorsqu'elle atteint sa maturité, se déploie, ou la liane, hein, ceux qui connaissent la liane, la source de tout l'Indo, ceux qui connaissent un peu cet arbre-là, la manière dont la liane s'est déploie, ou l'ensanda, c'est-à-dire c'est un peu le fonctionnement de ce que nous appelons l'âme. C'est pourquoi on avait l'habitude, lorsqu'on disait par exemple que l'arbre a l'âme, le léopard a l'âme, les gens disent non, cette expression est mal utilisée, mais les déploiements de léopard, les déploiements de l'arbre, les déploiements du poisson, les déploiements de la personne humaine, les déploiements du tambour, tout ça c'est le fonctionnement de ce que nous appelons le moyo. Toutes ces choses-là fonctionnent comme une entité connue qui réside quelque part, qu'on appelle le moyo. Parce que nous, ici, nous n'avions que matérialiser la présence de certaines entités qui sont loin de nous. Les Nitu incorporent à la fois la notion de ce que nous appelons l'enveloppe, le corps, même la conception ou la définition de ce que nous appelons parfois le pouvoir. C'est la dimension du Nitu. Lorsque la personne humaine est formée, notre enveloppe charnelle, lorsque nous venons ici sur Terre, c'est d'abord la graine du Nitu qui commence à fonctionner, qui commence à prendre, c'est-à-dire à nous donner la forme que nous avions. S'il y a une différence dans le déploiement de tout un chacun par rapport à différentes créatures qui existent dans la création, c'est parce que le Nitu de tout un chacun, c'est-à-dire le pouvoir et la puissance de tout un chacun fonctionnent comment. Or, la personne humaine, si elle veut réellement comprendre son Nitu, comment il est composé, basé sur le Nitu, il doit d'abord faire la séparation de lui et d'autres créatures. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que
un chien ne peut jamais manger un chat, ou le lion ne peut jamais manger l'antilope, ou la personne humaine ne peut jamais manger ni le lion, ni le poisson, ni la viande, ni... Ce n'est que lorsqu'on se détache de la consommation de toutes ces créatures, de toutes ces forces énergétiques qui sont aussi vivantes comme nous, que la personne humaine comprendra exactement le Nitu et le fonctionnement du Nitu. Mais il n'y a pas que ça comme entité qui nous compose, parce qu'on peut aller jusqu'à cette entité. Il y a le Nkumbu, que nous pouvions approcher approximativement avec le nom. Mais le Nkumbu, c'est en fait la réalité aquatique que vit chacun de nous. Parce que tout un chacun d'entre nous, toute personne humaine vivante ici sur Terre, en particulier, je dirais la personne humaine sortie d'Afrique, a un semblable et un vécu aquatique. C'est-à-dire qu'il a, à un moment donné de sa croissance, traversé le monde aquatique, traversé le monde de Zou. Et sur ce, lorsqu'il prend le Nkumbu, il a la capacité de faire vibrer l'énergie de Zou. C'est-à-dire la capacité qu'il a aussi de commander, de marcher, d'utiliser ou de communiquer, si on veut, avec l'eau. C'est-à-dire qu'il y a la porte du Nkumbu qui sont des véritables institutions. J'ai dit bien des véritables institutions. Je prends par exemple un petit Nkumbu. Je prends le nom de Dia Banza. Dans cette institution, je vois le résumé de la divinité spirituelle Congo, Dia, qui est le principe à la fois de manger. Je vois Banza, qui est le principe des membres. C'est-à-dire des inspirations, des idées, des pensées, ainsi de suite. Or, dans ces noms-là, lorsque je les traduis encore plus loin, je prends Dia, manger, je prends Banza, qui signifie la fête des rameaux. Lorsque l'on convoque la fête des rameaux, on voit souvent, c'est lorsqu'il y a des grands membres, des grandes manifestations. Lorsqu'il y a des décès, lorsqu'il y a des makous, la mariage, lorsqu'il y a des grands festins ou de couronnements. Or, les Kinzon Zikamamboumafwa, par exemple, les événements mortuaires, c'est une véritable institution. Les gens qui comprennent ce dont on explique, quand il y a décès, ils comprennent la dimension, la réalité de cette institution véritable. C'est une véritable institution. Donc, à partir de ces noms-là, c'est ce que j'appelle les forces aquatiques. C'est parce que lorsque la personne humaine, par exemple, meurt, nous rentrons dans la dimension des eaux. Nous rentrons dans le monde des eaux. Donc là, c'est encore plus compliqué, on risquera de se perdre. Donc le Nkumbu, c'est encore une entité qui vit en nous. Après, il y a encore les Nkanda, qui sont des entités qui vivent en nous. En fait, c'est que nous appelons, comme on disait l'autre fois, de remonter les cordons ombilicaux de nos ancêtres par nos lignages. Mais en réalité, toutes ces lignages-là, à partir de la maman, jusqu'à l'ancêtre éponyme premier, nous formons un seul corps. Nous formons une seule personne humaine. Donc nous formons une grande entité, mais en ce moment-là, il quittera la dimension de la personne humaine. Mais je peux maintenir la version de la personne humaine parce que une personne humaine vivante ici, qui est d'une lignée quelconque, peut incarner tous les descendants passés, tous les ascendants, pardon, de la lignée dont il fait partie. C'est-à-dire, si sa maman, par exemple, est morte, sa grand-mère, son arrière, jusqu'à l'ancêtre éponyme, une personne humaine vivante ici sur Terre peut l'incarner. C'est-à-dire qu'il devient la personnification du Nkanda. Et en ce moment-là, il contrôle l'espace et le temps de toutes ces directions. Lorsqu'il contrôle le temps et l'espace de tous ces ancêtres-là passés, au même moment, il contrôle leurs énergies. Au même moment, il a accès à toutes les connaissances dont ils avaient. Au même moment, il a la capacité, si j'ose dire, de pouvoir donner ou pouvoir permettre aux membres du clan qui sont vivants d'avoir accès à ceux-là qui sont de l'autre côté, à ceux-là qui sont en lui. C'est-à-dire qu'il devient la personnification du Kanda. Donc, c'est encore une entité qui compose la personne humaine telle que vue par nous, telle qu'il est, telle que l'expérience que nous vivons avec les Kimuntu. Après, nous pourrions aussi bien évidemment établir ce que nous appelons l'identité, c'est-à-dire que nous approchons à peu près au principe de l'identité, mais là c'est vraiment le tout qui commence maintenant à fonctionner. Donc on commence à rentrer, à approcher approximativement la porte des Muntu
pour commencer à affirmer maintenant cette appartenance, sa place dans la création. C'est-à-dire qu'il faut accéder à ce que j'approche à peu près par l'identité du monde, redevenir, installer ces tout-là, parce qu'avec tout ce qu'on explique, toutes ces entités-là, il faut qu'il y ait le tout qui pourra éclairer, conduire et prendre en fait, si j'ose dire, prendre la place prépondérante parmi toutes ces entités pour définir notre identité. Donc, il y a tous ces phénomènes-là, je peux aussi avancer jusqu'à cette entité. La personne humaine, nous, est conçue dans ce sens. Donc, nous n'avions pas la conception du monde où l'homme est conçu pour certains avec l'âme et l'esprit. L'homme est conçu pour certains avec, le corps et l'esprit, pour certains, le corps et l'âme, pour certains, l'esprit, l'âme et le corps. Donc, si nous rentrons vraiment en détail sur ces explications, basiquement, je m'arrêterai sur cette entité dont j'ai énuméré à peu près le 4 ou le 5. C'est dans cette vision-là que nous avions l'habitude, de voir le monde tout, ou la personne humaine sortie d'Afrique. Voilà un peu la conception que nous pourrions dire de ce qui concerne notre vision et notre expérience vécue, notre réalité expérimentale dans la pratique du Kimuntu, qui en soi englobe la spiritualité dans toutes ses phases. Merci beaucoup mon frère Wazulu Diabanza pour en tout cas cette intervention musclée. Je pense que nous avons beaucoup appris parce que c'est ça dont nous avons besoin. Que nous puissions parler de nous-mêmes par rapport à nos référentiels. Rebonsoir. Bonsoir. Donc déjà, je dois signaler la difficulté que nous avons, que nous parlons en langue française. Je me suis reconnu beaucoup de toute façon dans le discours du frère qui a parlé tout à l'heure, parce que j'ai l'impression que nous venons de la même région de l'Afrique. Parce que tout ce qu'il a dit, c'est ce que moi aussi, mes ancêtres m'ont légué comme connaissance du monde. Malgré qu'il parlait en français, il a expliqué des choses de manière telle que je me suis reconnu. Mais j'aimerais préciser quelque chose. Je pense que si nous parlons toujours à partir de la spiritualité, nous commettons une erreur. Une erreur qui est de séparer d'abord ce que nous voulons appeler l'être humain et de ce qu'est le monde. Parce que je pense que dans notre vision typiquement africaine de l'être en général, toutes les choses sont liées. Comme les générations sont liées, il a expliqué très bien tout à l'heure notre frère. De même aussi tous les objets, tous les êtres qui font partie du monde sont aussi liés. Parler de spiritualité, pour moi, c'est comme si nous avons d'abord séparé quelque chose de nous, de tout le reste, et que nous cherchons à le reconstruire après. Moi, je pense que nous devrions parler de la vision du monde. Parce que le terme de vision du monde nous ramène ici à l'harmonie de l'ensemble de tous les éléments de l'univers, parce que l'homme n'est qu'un élément de l'univers. Le monde extérieur n'existe pas sans la perception que nous avons, sans les mots que nous utilisons pour le dire. Et ceci me ramène ici à la question de la parole en Afrique. Parce qu'en réalité, toutes les paroles chez nous, c'est la vision du monde. C'est ce que nous faisons des choses qui font être les choses. C'est parce que nous faisons une cérémonie du mariage, nous prononçons une parole d'un rituel de mariage que les gens deviennent mariés. C'est parce que nous donnons un nom lors d'une cérémonie après la naissance qu'un enfant vient au monde. Parce qu'en fait, tu commences à exister le jour où on te donne un nom chez nous. Là d'où moi je viens, par exemple, c'est une cérémonie qu'on appelle Yah, c'est un rituel. Il y a en fait c'est cette cérémonie par laquelle ton père te donne le nom. Ce qui m'amène aussi à préciser autre chose. La parenté par laquelle réellement quelqu'un se définit n'est pas nécessairement consanguine dans les traditions véritablement africaines. Ceci, je le dis pour confirmer donc l'idée que c'est la parole qui est tout. C'est quand je donne le nom à un enfant qui devient mon enfant,
même si je ne suis pas son père biologique. La parole crée ici la parole crée ici la parenté. Et l'être ne peut se définir que par rapport à la parenté, à un lien de généalogie. Mais si nous voulons souvent donc remonter à qui a été notre premier ancêtre, c'est parce qu'effectivement, nous sommes le résumé de tout notre passé. Mais nous ne sommes pas seulement le résumé de tout notre passé, nous sommes aussi le résumé de notre futur. Parce que si nous disons chez nous en général que les morts ne sont pas morts, mais les morts ne sont pas morts. Si lorsque nous nous présentons, en général, nous déclinons l'arbre généalogique qui est le nôtre, c'est parce qu'effectivement, il n'y a aucun élément qui est séparé dans l'existence. Toutes les choses sont liées les unes aux autres. Ça veut aussi dire que le temps est un et il est lié. Qu'est-ce qui crée donc le lien dans le temps? C'est le lien des générations. C'est parce qu'une génération est emboîtée sur une autre que finalement nous tissons ici le fil du temps. Donc je pense donc que si nous voulons comprendre ce que c'est que l'homme, nous devons insister sur ces deux éléments-là qui sont la parole et le temps. Parce que ce sont ces deux choses qui sont fondatrices de la civilisation qui est la nôtre. Et par rapport à cela, je pense donc que j'ai cette difficulté parce que j'aimerais bien utiliser les mots de ma langue dans laquelle mes ancêtres m'ont transmis cette façon de parler, cette façon de voir le monde. Mais pour le moment, j'espère que voilà, j'ai essayé quand même d'apporter une brèche par rapport à laquelle on pourra avoir une idée de comment, afin finalement, ce qui est important ici, comme je le disais, quand les autres parlent, je me retrouve, ce qui nous confirme une fois de plus que nous venons d'une souche commune dans la civilisation africaine et que c'est celle-là qui effectivement est la nôtre et que si nous voulons reprendre l'initiative historique aujourd'hui, parce que souvent nous oublions ce côté, parce qu'effectivement on nous a appris aujourd'hui à séparer les choses, à faire des analyses. La première chose que nous devrions faire si nous voulons nous reconquérir, c'est de réapprendre à penser de manière synthétique. La vision du monde ne peut avoir de sens pour nous aujourd'hui que si elle nous permet de reconquérir l'initiative historique. Et sur vivant la troisième voie peut être compris de plusieurs manières. L'homme tel qu'il est en soi, l'homme tel qu'il peut être en soi, l'homme tel qu'il a été en soi, et l'homme tel qu'il est pensé par l'autre, ou tel qu'il est dans ou par l'autre, ou avec l'autre, donc l'homme dans les campagnes, l'homme dans l'art, l'homme dans l'eau, avec l'eau, par l'eau, ou l'homme seul ou sans l'eau. Donc, il y a 3, 4, comprendre l'homme. Maintenant, vouloir comprendre l'homme. Demain, comprendre l'homme. Hier, et comprendre l'homme seul, avec lui-même, l'homme avec Dieu, dans ou en dehors de lui, et l'homme avec l'autre. Ça veut dire le voisin, le prochain, peut être un arbre, l'eau, l'autre homme, la terre, le ciel et consort. Voilà la problématique de la troisième voie sur l'homme. Et alors, l'homme en tant que fait et phénomène, c'est celui-là que nous avons problématisé, mais bien l'homme peut être chose et l'homme tel que apostrophé ou désigné soit par lui-même, soit par Dieu, soit par les événements. D'où nous allons prendre d'abord les faits l'homme, le mot l'homme
et enfin, nous allons chuter. L'effet l'homme, c'est la conscience immédiate, nous existons. Nous sommes là. Il faut réaliser la conscience du présent sur la connaissance de l'homme. Voilà pourquoi nous parlons du message du jour, de la compréhension du présent que nous qualifions du temps le plus important de tous les trois temps, le passé, le présent et le futur, parce que le passé a été le présent dans son temps et aussi le présent avec nous. Le futur sera aussi le présent à son temps et est aussi le présent avec nous. Donc, il faut vivre le présent, connaître l'homme aujourd'hui. Mais si nous connaissons l'homme aujourd'hui, nous devons vouloir savoir si cet homme-là a commencé à exister qu'aujourd'hui. Si nous disons oui, et donc nous n'avons plus besoin de voir hier. Or, le passé, le présent lui-même, c'est un passé, parce que le présent lui-même est toujours dans le passé. Aujourd'hui, c'est le passé, parce que les minutes comptent, les secondes, les tiers se consortent. Il sera aussi aberrant d'avoir compris l'homme dans un présent qui n'a jamais existé, alors que tout son présent a été remis dans le passé et dans le futur, ce qu'on peut dire qu'il est pratiquement possible de vivre aussi le présent. Parce que les minutes qui viennent de s'écouler du présent appartiennent au passé, et les minutes qui sont devant le présent entrent rapidement au présent et rejoignent le passé. Dans ce cas, nous disons que le passé est plus important que le présent, dans la mesure où, s'il n'y avait pas le passé, le présent n'aurait pas existé. Et enfin, nous disons, mais le passé est passé, parce qu'il continue à passer avec ses animateurs et aussi ses institutions. Mais qu'est-ce que nous avons dans le passé qu'il faut prendre dans le futur? Qu'est-ce que nous avons dans le présent qu'il faut s'aimer pour le futur? Donc, ce que nous disons que le futur peut aussi être plus important que le passé et le présent, dans la mesure où, bientôt, il va nous définir l'homme par rapport au temps. Nous disons qu'il faut réaliser la conscience immédiate par la conscience historique et la conscience future dans la complémentarité. Alors, les faits, l'homme est là. La problématique, c'est que l'homme lui-même est une provocation de l'homme. D'où il faut les 100 000 ongas. Les 100 000 ongas, je ne saurais pas traduire aussitôt en français, mais ça signifie seulement penser sur soi, sur l'autre, sur hier, sur aujourd'hui, sur demain. Ça veut dire que l'existence, la vie provoque. Qui suis-je? C'est l'homme. Un étudiant, qui est-il? Par peur, il croit un Dieu en dehors de lui. Par irreconnaissance, il ne voit pas un Dieu en dehors de lui. Les deux courants de pensée qui nous ont précédés sur la définition de l'homme, c'est l'immanence et la transcendance. L'immanence, c'est lorsque l'homme pense qu'il existe et qu'il n'est pas produit par un autre. Et la transcendance, c'est lorsque l'homme a dit qu'il serait le produit d'une création qui serait attribuée à un Dieu. C'est que nous ne croyons pas du tout, nous, de la troisième voie. Nous ne croyons pas à l'immanence, c'est-à-dire l'homme c'est suffisant, à lui seul, sans l'autre. Nous ne croyons pas non plus à l'homme comme créé par un autre qui n'est pas une autre partie de lui. C'est ce qui nous revient maintenant à la définition. Nous avons d'abord pris l'homme comme fait, donc nous devons d'abord définir l'homme. Alors, en définissant l'homme, il y a plusieurs catégories des Africains. Il y en a qu'on appelle Bantou. C'est tous ceux qui prononcent le mot homme avec un tout à l'intérieur, ou to à l'intérieur, ou muntu à l'intérieur. Et il y a le contraire qui, dans leur langue, les mots ne sortent, les mots nto, ou tout, ou ba, tout, ou le muntu ne sort pas. Nous, les Ikela, data orientale, dont le Sankou
nous sommes de ceux qui prononcent dans nos langues les mots homme avec le tout. D'où il faut savoir que les lettres, avant de figurer, devenir mots, étaient d'abord, ou phrases, étaient d'abord séparées. Donc nous avons ton, c'est que nous avons d'abord le son tirage L, ensuite, bon, qui est en convention française, hein, parce que dans toutes les langues, ce n'est pas écrit avec N, et puis il y a un autre son T, et puis il y a un son O. Alors, si nous prenons le I, le T et le O, ça nous donne dans nos langues trois choses. To. Donc, si nous prenons N en lui seul, signifie esprit, ou celui qui souffle, ou la vie manifestée en. Qu'est-ce qui prouve cela dans ma langue? C'est que je prends d'abord pour prononcer Jambi, qui n'est pas l'équivalent de Dieu. J'insiste, je ne peux jamais être l'équivalent de Dieu, parce que moi-même, ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai pu avoir le mot qui peut m'aider à un peu rapprocher Jambi dans ma langue, avec qui, en français, ça peut signifier quoi? Si je prends Jambi tel que conçu, tel que compris, tel que expliqué, ça ne peut pas être Dieu, car Dieu serait l'équivalent d'un colo dans ma langue, et un colo qui serait l'équivalent du propriétaire ou du seigneur, initiateur ou maître. Donc, nous prenons d'abord le son du tirage N. Dans le son du tirage N, on sort un qui serait à l'origine de tous les mots, de tous les sons et de toutes les communications. On lui seul veut dire esprit conscient de, ou esprit manifesté pour, ou bien celui qui. Et je peux vous donner trois exemples dans ma langue. Njambi. Acceptons pour faciliter la création qui serait ce que les autres appellent Dieu. Ça commence avec la lettre son guttural N dans la conversion française. Limo dans ma langue. Maintenant, nous prenons Bonto. Si nous prenons, il y en a qui faisaient l'erreur en nous appelant les Mouti. Nous ne sommes pas les Mouti. Parce que si vous prenez les mots homme en français, à Lingala, ça ne veut pas dire moto. Parce que moto, il y a l'adjectif numéral, si j'ai bonne mémoire, un. Parce que les contraires, quand vous dites les hommes, les contraires c'est bateau. C'est au singulier moto, au pluriel bateau, c'est que les mots homme signifient to. Les hommes signifient banto et un homme signifie moto. Donc, homme en français ne signifie pas en lingala moto. Homme en français signifie seulement to. Les hommes signifient banto et un homme ou l'homme signifie moto. Donc, si nous enlevons l'adjectif numéral, nous restons avec N, T, O dans la conversion de ce son en français. En souvent, ça nous donne un to. Si nous prenons pour écrire un to, quand nous écrivons Jambi, il y a là le son guttural N. Vous parlez de nous, Bonto ou Nto, il y a le son guttural N. Et pour parler du milieu, il y a le Banja. Or, Banja, les bas, chez nous, en Ikela ou la Kimongo, bas est le pluriel. Chez les Tétèles, c'est A qui est le pluriel. Et quand nous prenons Banja, ça ne veut pas dire directement un seul monde. Ce sont les univers, les milliers différents et unis. Banja, les divers unis. Vous voyez que c'est même où nous trouvons Banja à Nikela, Lubanza à Chiluba, Mbanja, Manza à Kikongo, Manya à Kikuchu,
Mbanja à Kihindu, je cite là les langues des différentes provinces de notre pays, vous allez trouver que la lettre N, le son vital, représenté ici par N en français, se retrouve dans l'imaginaire du monde spirituel ou dans la réalité du monde spirituel, se retrouve dans la réalité. L'humanité, eux, se retrouvent dans la réalité de l'environnement. Donc, nous devons retenir N comme esprit, N comme corps, et N comme millier. Donc, nous pouvons définir l'homme à partir de trois N comme esprit né pour manifester, pour accomplir une mission. Et donc, l'ento signifie un esprit qui naît parce que la lettre T seule, c'est la radicale du verbe naître dans nos langues. Je peux prendre Bonto, Bamboti, qui signifie ce qu'il a mis au monde, Mbeto, qui a le T où il naît, où il dort, et je peux prendre Yocha, qui signifie la parenté, et je vais prendre Yocha, qui signifie aussi la nation, et je peux tout sortir avec le taux. Alors, si nous prenons pourquoi N, j'ai déjà coupé N, si nous prenons taux en lui seul, Ta c'est le mouvement, la lettre T seule c'est le mouvement, et avec taux c'est l'émergence, c'est encore le désenveloppement, c'est la croissance, c'est l'évolution. Alors, le taux signifie un esprit manifesté par un corps dans un millier pour accomplir une mission. Donc, cette mission que cet esprit accompli aujourd'hui ne peut pas être à sa première phase de l'existence. Ce qu'il faut d'abord connaître, quelle était votre mission, ou le travail que vous avez fait dans le passé, qu'est-ce que vous êtes venu faire pour aujourd'hui et qu'est-ce que vous allez faire pour demain, parce que l'homme ne meurt pas, lui en tant qu'esprit. Il n'est ni le produit de la création, ni le simple produit de l'évolution. En tant qu'esprit, il a été, il est et il sera. Donc, être homme, c'est d'abord réaliser la conscience éternelle. Ensuite, réaliser la conscience temporelle qui définit notre mission. L'énergie, la force que nous devons dégager pour accomplir 3 missions. Compléter ce que nous avons commencé hier, payer les dettes des autres et leur faire payer les nôtres par rapport à notre passé. Comme j'ai dit ici que le passé est plus important que le présent, parce que le présent n'est que le prolongement du passé. Et j'ai aussi expliqué comment le présent est plus important que le passé, parce que le présent continue le passé et le présent aussi prépare le futur. Voilà en résumé, comme je n'ai pas connu le nombre de minutes, j'ai dit que homme signifie esprit manifesté dans un corps par un millier pour accomplir une mission. Ça signifie que chaque être parmi nous humains a une nature, a un modèle et une mission à accomplir. Donc être homme, c'est avoir une dimension supérieure à un animal. Parce que chez nous, quand on dit ça veut dire que l'animal est une entité inférieure par rapport à l'homme. Et l'homme veut dire un esprit conscient de la mission dans le temps et l'espace. Alors, quand nous disons que le Congo, l'Afrique et l'Afrique ont un problème d'homme, un problème de culture et un problème d'organisation, nous voulons simplement dire qu'il y a des hommes qui s'ignorent, donc des animaux. Et comme ce sont des animaux, ils ne peuvent pas avoir une culture, parce que l'animal est dans la culture essentielle. L'animal n'est pas culturel. L'animal est essentiel. Ça veut dire l'animal, elle répète son genre, son espèce et ses limites. Même 2000 ans après, tous les moineaux construisent le même type de nid. Même 2000 ans après, tous les canaux des eaux sous changement climatique se comportent de la même manière. Ils ne sont pas culturels, ils sont essentiels. Ils peuvent collaborer avec l'homme. Mais l'homme est culturel parce qu'il subit la nature, il réagit sur la nature, il transforme la nature en se formant ou en se déformant. Et quand enfin nous disons que le Congo, l'Afrique ont un problème d'organisation,
nous disons que ne nous connaissant pas spirituels, intellectuels et politiques, nous ignorons notre spiritualité, nous ignorons notre intellectualité, et voilà pourquoi nous n'avons pas un système politique autonome. Et pour finir, en tout cas, là finissez, parce que comprimé en tout cas en 1 minute. Merci. Oui, c'est beaucoup. Il faut que nous puissions assumer notre destinée spirituelle, notre génie propre et notre autonomie politique. Je termine. Qui fait à ce que nous créons dans ce présent perpétuel la division du temps. Nous disons que ça passe, on va appeler le passé, ça on va appeler le présent, et l'autre on va appeler le futur.